Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, voici les titres de votre journal. Des Guinéens dans les rues de Conakry pour dire non à la hausse de 25% du prix du carburant à la pompe. L'élection présidentielle au Cameroun a désormais une date officielle, le 7 octobre. Qu'en pensent les Camerounais ? Ici aux États-Unis, le président a nommé le juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Sa candidature, qui ne fait pas l'unanimité, doit encore être approuvée par le Sénat. Bienvenue à toutes et à tous. Commençons ce journal en Guinée où des milliers de manifestants étaient dans les rues de Conakry ce mardi pour dire non à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le gouvernement guinéen a fixé le prix du litre à 10 000 francs guinéens, soit une hausse de 2 000 francs. Les organisations de la société civile demandent son annulation pure et simple. Cette nouvelle crise sociale s'ajoute à la grève des syndicats des travailleurs, liée elle aussi à cette hausse du prix du carburant. Faisons le point tout de suite avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara. Il vient de toutes les couches socio-professionnelles du pays. Tous sont sortis pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. À 10 000 déjà, la vie est très chère en Guinée, tout le monde le sait. Et actuellement, tous les taximètres ont augmenté le prix du transport. Ça craint déjà, il y a l'anarchie. L'anarchie, estiment certains Guinéens, c'est aussi les mesures d'accompagnement qui n'ont pas suivi l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Ce qu'on n'a pas compris, qui nous a amené à cela, c'est le fait que Monsieur le Président de la République, le premier exemple du pays, n'a pas accepté de diminuer son train de vie et le train de vie de sa suite, qui est le gouvernement, j'en passe. Mais il nous impose, nous, un prix, alors que le peuple est un peuple pauvre. Le peuple ne peut pas, n'est-ce pas, être capable de payer le litre à 10 000 francs au jour d'aujourd'hui. Les responsables des partis politiques sont aussi sortis pour apporter leur soutien. Nous sommes le peuple et nous sommes là pour dire que nous ne pouvons plus serrer la ceinture au-delà. Ça a touché les autres. Tout comme les syndicats des travailleurs guinéens, les acteurs de la société civile guinéenne dénoncent une décision unilatérale. Démarche unilatérale, corruption généralisée, clanisme au sommet de l'État, gérontocratie, détournement de deniers publics, non-sécurisation des recettes de l'État. Nous estimons que cette démarche, on va plier ce gouvernement. Tant qu'ils ne viendront pas à de meilleurs sentiments. Ce mardi est aussi une journée de grève à l'appel des syndicats, des travailleurs guinéens, les syndicats qui sont en discussion depuis une semaine avec le gouvernement sans parvenir à un accord. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Autre espace, autre pays en Afrique où la situation était tendue, le Cameroun. La situation restait tendue ce matin à Buea, la capitale du sud-ouest anglophone du pays. Des tirs y ont de nouveau été entendus dans la matinée. Au moins 3 policiers ont été tués à Buea hier lors d'échanges de tirs avec des hommes armés. Un responsable de la ville affirme qu'un quatrième policier a été enlevé dimanche à Kumba, une localité située entre Buea et Mamfe. Un commissaire de police avait été abattu près de chez lui, selon une source sécuritaire. Et puis toujours au Cameroun, l'élection présidentielle a été fixée au 7 octobre. L'annonce fait suite à un décret présidentiel qui intervient dans un contexte où, je vous le disais plus tôt, la situation reste tendue à Buea et dans l'ensemble du pays, puisque Boko Haram sévit toujours dans l'extrême nord. Voyons les premières réactions à l'annonce de la date du scrutin dans ce reportage d'Ipardi Lidiko. Le président Paul Biya n'a pas annoncé s'il serait candidat à une 7e réélection, mais ses partisans le présentent comme le candidat idéal de la majorité présidentielle et disent ne pas s'étonner de l'annonce. Je ne suis pas surpris. Le chef de l'État est un légaliste, c'est un républicain. Il le fait dans le cadre de la loi à respecter les délais. Et il a bien fait de convoquer cette élection présidentielle qui va être un grand moment de vérité républicaine. Parce que le peuple souverain choisira démocratiquement et dans le cadre de l'ordre de la République le destin qu'il veut
qui doit être le sien. Monsieur Biya, 85 ans, est au pouvoir depuis 35 ans. À ce jour, il est le président africain à servir le plus longtemps. Pour l'opposition, le temps du changement s'impose. Dans un pays qui se respecte et qui se veut démocratique, que le président de la République, qui sera par ailleurs candidat à sa propre succession, soit contrairement à ce candidat le détenteur exclusif de la date de convocation du corps électoral. Dans d'autres pays qui se respectent, où la démocratie est ancrée, la date l'élection présidentielle est connue au minimum 12 mois à l'avance. Le principal parti d'opposition, le Front social-démocrate, a déjà désigné son candidat en la personne de Joshua Ossi. D'autres candidats se sont déjà déclarés. L'avocat et ancien vice-président de Transparency International, Akere Mouna, et le président du parti Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto. En République démocratique du Congo, viendra pas. Le principe d'une visite du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine, désormais maintenu, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères congolais, qui précise travailler sur le choix d'une date. Tout ceci alors que dimanche, Kikaya Bin-Karoubi, conseiller diplomatique du président Kabila, avait indiqué que cette visite était inopportune pendant cette période préélectorale. À propos des élections, justement en RDC, pour Bruno Tshibala, le Premier ministre du pays, elles auront bel et bien lieu le 23 décembre, comme prévu. Dans une interview accordée à John Lyndon, notre envoyé spécial sur place, le chef du gouvernement congolais évoque aussi la candidature du président Joseph Kabila. Au moment où nous parlons, les partis politiques et les regroupements sont en train de se bousculer à la porte de bureaux d'enregistrement des candidatures pour déposer justement leur candidature. Et donc, tous les symptômes sont aujourd'hui édifiés. Le Premier ministre Tshibala a tenu parole. Les élections vont se dérouler dans notre pays suivant le calendrier publié par la CENI. Et aujourd'hui, on enregistre les candidatures au niveau de législatives provinciales. Demain, ça sera les législatives nationales et la présidentielle. Et donc, au 23 décembre 2018, ça sera le peuple congolais qui va parler. Jusqu'ici, le président Kabila en personne n'a pas encore dit si oui ou non il ne sera pas candidat. Deux choses. La première, il ne s'agit pas de penser que le président Kabila va se représenter ou pas. Le président Kabila a toujours dit qu'il va respecter la Constitution. Et vous savez que nous sommes maintenant, comme je venais de le dire, dans les opérations d'enregistrement, c'est-à-dire que le président Kabila a tenu parole. Toujours en République démocratique du Congo, des milliers d'enfants sont portés disparus après la crise qui a sévi dans l'est du pays. Depuis 2016, la République démocratique du Congo a enregistré des violences ethniques incessantes, occasionnant de nombreux déplacés et le désarroi des parents. Faisons le point tout de suite avec Blanche Sanou. Tristes et anxieuses, ces mères de famille n'ont pas de nouvelles de leurs enfants depuis l'attaque de leur village. Ces milliers de personnes ont fui leur maison pour trouver refuge dans des camps de la province du Tanganyika. Ici, au camp de Kalemi, beaucoup de femmes sont seules car leurs maris ont été tués et leurs enfants enlevés par les milices. Quand ils prennent nos enfants, ils violent les filles et les coupent en petits morceaux avec des machettes. Il n'y a pas d'espoir, je ne reverrai plus jamais ma fille. Tout comme cette mère de famille, de nombreux civils déplacés ont partagé leur histoire. Ils ont subi des violences horribles alors que leur village était attaqué. J'ai mal au cœur. J'arrive pas à dormir. Mon corps souffre. Ma vie est sans espoir. Mais qui me rendra mes enfants? Ndiba Kaïté est parmi les mères qui ont eu la chance de retrouver leur progéniture. En 2016, ces 5 enfants ont été kidnappés et détenus pendant 5 mois dans la brousse où ils ont été affamés, battus et maltraités. Quand je les ai retrouvés, ils étaient en mauvais état. Ils étaient si maigres, leurs pieds étaient blessés, leur peau avait changé, leurs yeux étaient remplis de tristesse. Mais le jour où j'ai revu mes enfants, j'étais tellement heureuse.
La crise de l'Est du Congo a fait des milliers de morts selon des responsables humanitaires. Plusieurs donateurs étrangers ont déclaré que la crise s'aggrave et les besoins des déplacés sont devenus de plus en plus urgents. Voilà pour la page Afrique de notre journal. Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump nomme le juge conservateur Brett Kavanaugh à la Cour suprême pour succéder à Anthony Kennedy, qui a démissionné le 28 juin dernier. La candidature de M. Kavanaugh, qui suscite déjà de vives réactions, doit encore être approuvée par le Sénat. Raïssa Girondin. C'est la deuxième fois que le président américain nomme un juge à la plus haute cour judiciaire de son pays. Le juge Kavanaugh enseigne actuellement à Harvard, à Yale et à Georgetown. Dans les milieux juridiques, il est considéré comme le juge des juges, un véritable leader d'opinion parmi ses pairs. Une annonce très attendue pour laquelle les télévisions américaines ont bousculé leur programme. Âgé de 53 ans, le juge conservateur Brett Kavanaugh n'est pas étranger au monde politique et à la controverse. Si ma nomination est confirmée par le Sénat, je garderai un esprit ouvert dans tous les cas et je m'efforcerai toujours de préserver la Constitution des États-Unis et le droit américain. Connu comme un fervent catholique, la position de Kavanaugh sur l'une des questions politiquement sensibles, celle de l'avortement, a soulevé des inquiétudes et provoque déjà la colère de certains manifestants qui voient le juge comme un danger de nature à éradiquer bon nombre d'acquis sociaux. Ce qui est en jeu, c'est la liberté des femmes, notre liberté de prendre nos propres décisions. Sa désignation à la Cour suprême doit être à présent validée par le Sénat, ce qui va probablement déclencher une grande bataille entre républicains et démocrates. Ces derniers veulent se battre pour empêcher la haute cour de basculer davantage vers la droite. Et pour plus d'éclairage sur la personnalité de Brett Kavanaugh et pourquoi, pour essayer de comprendre pourquoi elle est aussi clivante, retrouvons Abdourahmane Dia. Bonsoir Abdou. Bonsoir Anna. Abdou, on l'a vu dans le reportage de Raïssa, les démocrates n'accueillent pas Brett Kavanaugh les bras ouverts. Et à droite, dans son propre camp républicain, est-ce qu'on peut dire qu'il fait quand même l'unanimité ? Disons, Anna, que certains à droite aimeraient bien voir quelqu'un de plus radical et qui s'engagerait à remettre en cause fermement et publiquement certains acquis de la gauche, comme le droit à l'avortement. Kavanaugh, qui est un fervent catholique, a une fois refusé en tant que juge l'accès à l'avortement volontaire à une jeune immigrante en état d'arrestation. Mais certains conservateurs n'étaient pas contents malgré cela, car ils n'étaient pas allés, selon eux, jusqu'à dénier à cette jeune femme le droit constitutionnel d'avorter. Et cela dit, il faut le dire, Anna, au niveau de la plupart des républicains et du leadership à droite, Brett Kavanaugh est très acceptable et devrait faire l'affaire. On a vu Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat, dans un tweet hier, dire que Kavanaugh est un juriste très respecté par ses pairs. Et sur le plan politique, il a été conseiller juridique du président Bush en 2003. Donc, il a poussé un agenda très conservateur et cela fait de lui une star dans les cercles républicains. Des républicains qui ont, Abdou, une courte majorité au Sénat, un Sénat qui doit encore confirmer la nomination de Brett Kavanaugh. Est-ce qu'on peut donc affirmer que, sauf extraordinaire, puisqu'ils ont une majorité même courte, que M. Kavanaugh sera bel et bien le 9e juge de la Cour suprême des États-Unis ? Il faut dire quand même que c'était un peu plus facile il y a quelques mois lorsqu'il était question de confirmer Neil Gorsuch. Cette fois, non seulement les républicains ont entre-temps perdu un siège, mais John McCain, atteint de cancer, pourrait ne pas se déplacer à Washington. Donc mathématiquement, ils sont à 50 contre 49 et s'ils perdent une voix, ça va se compliquer davantage. Et s'il y a égalité, le vice-président Mike Pence sera obligé de venir voter pour que Kavanaugh soit confirmé. Kavanaugh a déjà entamé son offensive de charme en se rendant au Sénat et plaider sa cause. Mais les démocrates vont essayer de ralentir le processus, espérant qu'elle n'aurait pas lieu avant les élections de novembre. Mais comme vous le savez, leur marge de manœuvre est très réduite puisqu'ils n'ont pas la majorité. On peut toujours compter sur lui pour des éclairages sur l'actualité politique américaine. Merci Abdourahmane Dia. Et toujours un mot de l'actualité américaine. Le président entame demain une tournée européenne. Ça commence par Bruxelles et puis il y aura Londres et enfin Helsinki avec le président russe. Vous regardez Le Monde aujourd'hui.
Merci de votre fidélité. Nous sommes en direct de Washington. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Tout de suite les titres de cette seconde partie de votre journal. Entre l'Éthiopie et l'Érythrée, une paix fructueuse. Avec l'accord de paix et la réouverture des frontières, la circulation des personnes et des biens est rétablie. Des chercheurs sonnent l'alarme. Un virus surnommé l'Ebola du manioc attaque et détruit le tubercule et ses feuilles. Et nous ferons naturellement le point sur la Coupe du Monde à Saint-Pétersbourg, une première demi-finale sous tension entre la France et la Belgique. Place à l'économie à présent avec vous, Eric Manirekiza, bonsoir. Bonsoir Anastasie. Et on commence, Eric, avec l'homme le plus riche d'Afrique qui veut faire son entrée en bourse. Il s'appelle Aliko Dangote et dirige le groupe Dangote au Nigeria. Il va se concentrer davantage sur le pétrole et le gaz à partir de fin 2019. L'entreprise a rempli les exigences de l'entrée en bourse. La raffinerie représente la moitié des actifs de son conglomérat. Il a également acheté 2 gisements pétroliers au Nigeria, achète pour renforcer l'approvisionnement de la raffinerie qui devra traiter l'huile de schiste. C'est d'abord la raffinerie de pétrole qui fera son entrée en bourse une fois qu'elle sera en activité, puis suivra sa compagnie de ciment. Anastasie. Alors avant que vous nous parliez de Aliko Dangote, précisons qu'il s'agit de la bourse de Londres. Alors, qui est Aliko Dangote ? C'est un homme d'affaires nigérien d'origine Hausa. Il a 61 ans. Anastasie, il est né à Kano dans une famille de commerçants. Son père était un riche exportateur d'arachide. Aliko Dangote débute dans le monde des affaires en 1977 avec 500 000 naira que son oncle lui donne et 3 camions de ciment provenant de son grand-père et d'un prêt remboursable sur 2 ans. En 1980, il s'installe à Lagos pour développer son entreprise et créer le Dangote Group l'année suivante. Et Dangote a bâti sa fortune sur le ciment. Il a ensuite élargi son vaste empire commercial avec le fraisage, l'agriculture et l'immobilier. Il a la capacité d'exporter plus de 50% de sa production à l'extérieur. L'indice des fortunes mondiales de Bloomberg estime sa richesse à plus de 14 milliards et atteint le 3 février 2018. Anastasie, je ne veux pas dire que nous sommes trompés de profession. Non, et puis c'est un portrait impressionnant que vous avez dressé là, mais quittons M. Dangote pour la Corne de l'Afrique, où la paix pourrait être profitable à l'Éthiopie comme à l'Érythrée. Tout à fait. Dimanche était le grand jour dans l'histoire des 2 pays, l'Érythrée et l'Éthiopie. Ils ont décidé d'enterrer la hache de guerre. 20 ans après la rupture de toute relation, les dirigeants de l'Érythrée et de l'Éthiopie ont convenu l'ouverture des espaces aériens pour relancer la circulation des personnes et des biens à travers la réouverture des frontières. Cette normalisation a été applaudie à Addis Abeba, comme vous allez le voir. Mon père est mort dans la guerre entre ces 2 pays. Il a sacrifié sa vie pour la paix. J'aurais aimé qu'il soit là aujourd'hui pour voir ça. Nous avons déjà prévu avec des amis de visiter nos frères
ici à Asmara. Nous sommes très heureux. Je suis très heureux. Même si les deux nations sont séparées à cause des erreurs de leurs dirigeants, maintenant nous avons compris que nous sommes un seul peuple. Le mur est tombé et le pont est rétabli et nous sommes remplis de joie. Voilà, la connexion téléphonique entre les deux pays est rétablie depuis dimanche. Allô Asmara, ici à Addis Abeba. Revenez mercredi prochain, Eric, pour une nouvelle page d'économie. Avec plaisir. C'est encore de l'économie, malgré les apparences. Stupéfaction chez les responsables de santé mondiale quand les États-Unis se sont opposés à une résolution demandant au pays d'encourager l'allaitement maternel. Le président Donald Trump a même tweeté hier son soutien pour l'utilisation du lait maternisé. Des décennies de recherche ont pourtant prouvé les innombrables bienfaits de l'allaitement maternel. Alors, souci d'égalité face à la nutrition infantile ou conscience économique? Carol Pearson a voulu en savoir plus. Le récit est signé Arzoma Compaoré. Des millions de bébés dans le monde auraient une santé de fer s'ils prenaient du lait maternel pendant les 6 premiers mois de leur vie ou plus longtemps. Cette conclusion provient de l'étude la plus vaste et la plus détaillée à ce jour sur les avantages de l'allaitement maternel, étude publiée dans le journal médical The Lancet il y a 2 ans. Le bébé reçoit le colostrum, le lait maternel précoce, qui est très riche en immunoglobulines et qui protège contre les infections. Les avantages de l'allaitement maternel sont exceptionnels dans la protection du bébé contre les maladies. Les divers types de lait industriels se sont améliorés au fil du temps avec l'ajout d'acides gras et de protéines de meilleure qualité, mais les médecins affirment que rien ne peut remplacer le lait maternel. En outre, les mères qui allaitent ont besoin d'être accompagnées à tous les niveaux. Les femmes ont besoin de soutien pour allaiter, ce qui implique un soutien des agents de santé, des normes sociales, des communautés. Mais apparemment, ce soutien n'est pas assez disponible dans les pays à fort revenu comparé aux pays à faible revenu. L'allaitement maternel présente également des avantages évidents pour la mère, dont la réduction des chances d'hémorragie après l'accouchement. Pour les médecins, même si les femmes sont libres de leur choix, la science reste du côté de l'allaitement maternel. Cela reste un moyen sûr d'assurer aux nouveau-nés les meilleures chances de jouir d'une vie saine. Et ça crée des liens particuliers entre la maman et le bébé. Il est encore question d'alimentation dans le prochain reportage, mais pour les grands, alimentation plutôt santé alimentaire. L'Ebola du manioc, c'est le surnom donné par des chercheurs à un virus, la striure brune du manioc, qui affecte les populations d'Afrique de l'Ouest. Le virus peut causer des pertes totales de la plante et menace la sécurité alimentaire de la région. Plus de détails tout de suite avec Lily Hertling. Les spécialistes l'appellent l'Ebola du manioc. L'Afrique de l'Ouest est en train de lutter contre un virus propagé par les mouches blanches qui touchent cette plante consommée par au moins 80% de la population. Elle est causée par un virus, c'est un virus à ARN, et nous avons les symptômes sur les plantes de manioc, sur les feuilles, sur les tiges sur lesquelles on a des nécroses, mais surtout sur les racines. Des chercheurs du West African Virus Epidemiology Project, WAVE ou Projet d'épidémiologie de virus de l'Afrique de l'Ouest, se sont réunis dans la lutte contre ce virus qui pourrait condamner des millions à la faim. C'est une maladie qui cause entre 90 à 100% de pertes. Le projet, qui a son siège à Bingerville, près d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est financé par la fondation Bill and Melinda Gates. Son but est de comprendre la susceptibilité des types de manioc locaux au virus et identifier les étapes dans le commerce du manioc pouvant favoriser le début d'une épidémie. Les chercheurs se tournent vers les chefs et leaders communautaires pour sensibiliser les populations et promouvoir de meilleures pratiques agricoles. Les habitants, quant à eux, disent qu'ils craignent l'éventualité d'une perte de manioc, qui est une source de subsistance et de revenus dont ils ne peuvent pas se passer.
Place au journal de la Coupe du Monde, tout de suite, avec vous. J'avais oublié, j'en oublie votre nom d'émotion, Yacouba Ouédraogo. Voilà. On a une bonne nouvelle pour les supporters de la France. Oui, les supporters de la France, comme vous, Anastasie. Oui, c'est senti tout de suite. Et donc, la France mène 1-0 devant les Diables Rouges belges. Et si le score reste en l'état, eh bien, la France sera le premier. Mais ça y est, on me dit, on me souffle dans l'oreillette que c'est plié. Justement, et donc, la France, disons, est le premier pays, bien sûr, qualifié pour la finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Et donc la France qui connaîtra, on va le dire, le but a été marqué par Samuel Umtiti, qui est un Français d'origine camerounaise. Permettez-moi de le dire. Qui doit danser à l'heure où nous parlons. Et donc la France connaîtra son adversaire de la finale donc demain après la deuxième demi-finale entre l'Angleterre et la Croatie. Et personne n'attendait vraiment la sélection anglaise avant le début du mondial. Mais la voilà à un seul match d'une finale, niveau jamais atteint. Depuis 1966, une autre statistique, eh bien l'Angleterre n'avait plus pointé son nez en demi-finale des mondiales depuis 20 ans. Les 3 Lions s'appuient sur de jeunes cadres à l'image de leur buteur Harry Kane, qui pèse déjà 6 réalisations, le meilleur artificier de la compétition, jusque-là en tout cas. L'équation Kane pourrait être l'une des clés de ce match, mais le sélectionneur croate pense avoir les hommes pour stopper le buteur de Tottenham. Je pense que nos défenseurs sont des grands joueurs. Bien sûr, nous avons beaucoup de respect pour Kane, qui est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Il a marqué 6 buts. Il a également montré ses qualités dans le championnat anglais. C'est un joueur qui est difficile à arrêter, mais nous avons réussi à stopper Messi et Eriksen. J'espère donc que nous saurons aussi comment arrêter Kane. Et pour cela, le sélectionneur croate peut compter sur l'un de ses défenseurs, Dejan Lovren, qui bénéficie des éloges de son coéquipier anglais de Liverpool, Jordan Henderson. Pour moi, il a tout ce dont a besoin un défenseur central. Il est agressif, bien dans les airs. Bien sûr, sur le ballon, il est un vrai leader, ce qui est énorme pour le poste de défenseur. Il parle toujours et je suis tellement heureux pour lui parce qu'il est un grand homme sur le terrain et en dehors. Je suis donc heureux pour lui. Il est en demi-finale d'une Coupe du Monde, mais j'espère que ce voyage pour lui se terminera demain. Les Croates ont survécu à 2 séances de tirs au but consécutives contre le Danemark et le pays hôte, la Russie. Expérimentée et joueuse, la Croatie est portée par un des milieux de terrain phénoménal, le chevelu Luka Modric, 3e du mondial 1998. La Croatie se verrait bien atteindre la finale d'une Coupe du Monde pour la première fois de sa jeune histoire. Et pour la petite histoire récente entre la Croatie et l'Angleterre, il faut remonter à 2007, alors battu 3-2 par les Croates. Eh bien, les 3 Lions ne se sont pas qualifiés pour l'Euro 2008, malgré les David Beckham, Steven Gerrard ou encore Frank Lampard. L'Angleterre va-t-elle prendre sa revanche? La réponse demain à 18h, temps universel. Et pour terminer, cela n'a rien à voir avec le mondial, mais on ne peut s'empêcher d'en parler. Eh bien, la superstar Cristiano Ronaldo vient de prendre à contre-pied la planète football en rejoignant l'Italie et la Juventus Turin. À 33 ans et 5 ballons d'or, CR7 se lance dans ce dernier défi. Un 3e grand championnat européen à dompter, symbole de son ambition sans limite. Eh bien, le Ballon d'Or 2017 a fait savoir dans une lettre publiée par le club merengue qu'il a beaucoup réfléchi et que le moment est venu d'ouvrir une nouvelle étape dans sa vie. Notre Ballon d'Or à nous, Yacouba Ouédraogo, qui reviendra évidemment demain pour nous donner encore de bonnes nouvelles du sport. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée avec VOA Afrique, bien entendu.